Poursuivons notre section 4.3 avec la situation suivante. On est dans la situation où notre échantillon aléatoire simple a été fait sans remise, donc un échantillon d'au moins 30 données dans 30 individus sur une population finie qui a été faite sans remise. Donc, on n'a pas pu reprendre les mêmes informations plus qu'une fois. À ce moment-là, notre théorème central-limite ne peut pas s'appliquer dans ce cas-ci parce que le théorème central-limite demande à ce que notre échantillon aléatoire simple ait été fait avec remise. Donc, pour ça ici, on ne pourra pas utiliser directement ce qu'on avait trouvé au début du chapitre 4. Heureusement, il y a une façon très simple de réajuster notre théorème central-limite. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un facteur de correction sur notre marge d'erreur. Donc, la marge d'erreur, si on la corrige un petit peu, on va pouvoir réutiliser le théorème central-limite. Donc, ce facteur-là, on le définit, on va se donner c'est quoi, puis ensuite de ça, on va voir qu'est-ce que ça a comme impact sur notre intervalle. Donc, facteur de correction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la quantité par laquelle on doit multiplier la marge d'erreur afin de réobtenir notre théorème central-limite si notre échantillon est sans remise. Ce facteur-là, on le calcule de la façon suivante. Donc, on va prendre la racine carrée de la différence entre la taille de notre population et notre échantillon sur la taille de la population moins 1. Donc, racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Ici, grand N, c'est la taille de la population, petit n, c'est la taille de l'échantillon. De cette façon-ci, on a une correction qu'on peut apporter à la marge d'erreur. On n'ira pas en détail sur pourquoi est-ce que ce facteur-là corrige le problème. On va tout simplement l'appliquer dans ce cas-ci. Et justement, ici, si on l'applique, on obtient que notre marge d'erreur devient z alpha sur 2 fois s sur racine de n, racine de petit n, je le précise, fois la racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, on fait juste prendre la même marge la même marge d'erreur que d'habitude et on multiplie par notre facteur à la fin. De cette façon-là, on obtient le nouvel intervalle de confiance pour la moyenne mu. Dans ce cas-ci, x bar plus ou moins la marge d'erreur qu'on vient de corriger et ça va encore fonctionner ici. Toujours à un intervalle, toujours à un niveau de confiance toujours à un niveau de confiance 1 moins alpha. Donc, si par exemple on avait alpha qui vaut 0,05, on aurait un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. Il est important de remarquer quand même que le facteur de correction qu'on vient d'ajouter lorsqu'on a un échantillonnage, un échantillon aléatoire simple sans remise, il devient négligeable lorsque notre taux de sondage est inférieur ou égal à 5%. Je vous fais un rappel rapide parce qu'on a vu ça dans la première section du cours lorsqu'on parlait de MQ. Le taux de sondage, ce que c'est le rapport petit n sur grand N. Donc la taille de l'échantillon par rapport à la taille de la population. Si ce rapport-là est inférieur ou égal à 5%, le facteur de correction, il devient plutôt inutile. Il devient insignifiant. On peut l'oublier puis utiliser directement notre théorème central-limite. Je vous apporte aussi la note suivante. Si jamais vous n'avez pas la valeur de grand N, vous ne savez pas combien il y a de personnes dans la population, à ce moment-là, vous allez considérer que grand N, c'est une valeur qui est très grande. Si la valeur de grand N est très grande, on peut considérer que petit n sur grand N, ce sera inférieur ou égal à 5%. Donc, on va considérer que notre facteur de correction est négligeable. Donc, on va pouvoir aller directement utiliser notre théorème central-limite si on ne connaît pas la valeur de grand N. Évidemment, normalement, je vais vous donner cette valeur-là de grand N, mais sachez que si je vous donne pas cette valeur-là ou que dans un exercice vous ne l'avez pas, vous devez considérer que grand N est inconnu et qu'il est donc très grand. Ça veut dire que vous pouvez utiliser directement le théorème central-limite. Ceci étant dit, on regarde l'exemple 4.5 ensemble, puis ensuite de ça, on ira voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la taille d'un échantillon si on cherche une certaine marge d'erreur. Donc, dans ce cas-ci, on se donne un échantillon aléatoire simple sans remise. Cet échantillon-là contient 40 données. On a une population de 325 données. On sait que la moyenne nous a donné 100 et que l'écart type nous a donné 10. Dans ce cas-ci, on va commencer par calculer n sur grand N. Pourquoi? Parce qu'on a un échantillon aléatoire simple sans remise. Donc, on va avoir besoin du facteur de correction très fort probablement. Donc, petit n sur grand N, 40 sur 325, c'est environ égal à 12,3%. 12,3%, c'est bien plus grand que 5%. Donc, on a besoin du facteur de correction. Ça veut dire que mu fera partie de l'intervalle x bar plus ou moins z alpha sur 2 fois s sur la racine de petit n fois la racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1.
Ici, dans le contexte, on vous indique qu'on souhaite avoir un niveau de confiance à 98%. Ça veut dire que alpha va valoir 0,02. Ainsi, Z alpha sur 2, ça correspond à Z 0,01. Et ça ici, vous pouvez aller chercher ça dans votre table de la loi normale, ça va vous donner 2,33. Donc, une autre valeur qu'on va pouvoir utiliser dans notre intervalle. De cette façon-là, on trouve que mu fait partie de l'intervalle 100 plus ou moins 2,33 fois 10 divisé par la racine de 40 fois notre facteur de correction, donc fois 325 moins 40 sur 324. Vous calculez la marge d'erreur et de cette façon-là, on obtient que la moyenne mu va être dans l'intervalle 100 plus ou moins 3,46. Je vous laisse calculer ça dans votre calculatrice, c'est pas si compliqué que ça à faire. Vous avez seulement à remplir les valeurs et ça devrait vous donner 3,46. Donc, à ce moment-là, on vient de construire un intervalle de confiance, sachant que notre échantillon était sans remise. On l'a fait avec le facteur de correction, étant donné que la taille de l'échantillon était trop grande par rapport à la taille de la population. Ceci étant dit, maintenant, on va s'intéresser un petit peu comme dans la section 4.3.1. On va aller voir qu'est-ce qui se passe si on cherche une marge d'erreur en particulier pour ce type d'échantillonnage-là. Donc, on va voir qu'on est capable de trouver quelle est la quantité de données qu'on a besoin dans un échantillon pour pouvoir obtenir une certaine marge d'erreur. Donc, comme on l'a dit, de la même façon qu'on l'a fait pour la section 4.3.1, ça va être intéressant d'aller chercher la taille de l'échantillon nécessaire pour avoir une certaine marge d'erreur ou pour avoir une marge d'erreur qui est inférieure ou égale à une certaine valeur. À ce moment-là, on va réutiliser la valeur de notre marge d'erreur qu'on a trouvée avec le facteur de correction et on va aller isoler n. Ici, on le fait pas ensemble, je vous donne la réponse directement, je vous demande de faire un acte de foi et d'accepter la réponse. C'est un petit peu plus difficile à aller isoler n dans ce cas-ci, on a une racine carrée qui contient un petit n et une racine de petit n directement. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus difficile, je vous laisse travailler là-dessus si ça vous intéresse, mais nous, on va utiliser le résultat directement. À ce moment-là, si vous isolez le petit n, vous devriez obtenir que petit n va être égal à grand N fois Z alpha sur 2 fois S au carré, divisé par grand N moins 1 fois la marge d'erreur que vous cherchez au carré, plus Z alpha sur 2 fois S, encore une fois, au carré ici. C'est une formule qui est plus complexe que la dernière, c'est normal étant donné que isoler n, c'était plus difficile ici. Donc à ce moment-là, cette réponse-là, ben, si vous l'arrondissez à l'entier supérieur, vous allez obtenir une valeur entière pour n, et ça va correspondre au nombre minimal de données que vous avez besoin pour avoir une marge d'erreur qui sera inférieure ou égale à une certaine valeur, considérant le niveau de confiance que vous souhaitez utiliser. On fait un exemple là-dessus, puis on aura fait le tour de cette partie-là. Allons-y avec l'exemple suivant, exemple 4.6. C'est l'exemple qui suit l'exemple 4.5 qu'on a fait précédemment. Donc, on a encore la moyenne X-bar qui vaut 100, l'écart type qui vaut 10, le nombre total de données qui est à 325 pour la population, petit n qui était égal à 40. Cette fois-ci, ce petit n-là, on n'en aura pas de besoin. On va pouvoir aller chercher la nouvelle valeur de petit n. On a encore le seuil alpha qui vaut 0,02, donc z alpha sur 2 vaut 2,33. À ce moment-ci, on cherche à trouver quelle sera la quantité totale de données de notre échantillon si on veut une marge d'erreur de 1,5 seulement cette fois-ci. Donc, on a notre formule pour le n, on va l'utiliser, puis on va se donner la réponse à ce moment-ci. Donc, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer la marge d'erreur par 1,50 et z alpha sur 2 par 2,33. Puis ensuite de ça, ben, les autres valeurs, c'est des valeurs qu'on a déjà directement. Donc, on y va déjà avec ça. N, ce sera environ égal à grand N qui est 325. Z alpha sur 2, c'est 2,33. S, c'est 10. Donc, on élève ça au carré. On va diviser par la suite par grand N moins 1 qui sera 324. Marge d'erreur, 1,5 qu'on élève au carré. Et ensuite, 2,33 fois 10 au carré. Il ne reste plus qu'à réécrire ça ici. Bon, on peut peut-être simplifier quelques petites affaires. 2,33 fois 10, ça nous donne 23,3 au carré. 324, ça n'a pas bougé. 1,5 au carré, ça va nous donner 2,25. Et ensuite, il nous reste encore 23,3 au carré. Donc, on évalue ça dans notre calculatrice. Et ici, si vous calculez tout ça, vous allez obtenir 138 et des poussières. Donc, nous, on l'estime à
139, ce qui va être l'entier supérieur. Et là, à ce moment-là, ben, si on a une quantité de données égale à 139, on est sûr d'avoir une marge d'erreur inférieure ou égale à 1,50 pour ce problème ici. Donc, on a encore une fois la capacité d'aller chercher la quantité de données qu'on veut dans un échantillon si on a déjà la marge d'erreur qui nous intéresse. Donc, ça fait le tour de cette section-ci. On voit que même sans remise, on est capable de travailler quand même avec le théorème central limite. Ceci étant dit, il nous reste encore une autre section à voir dans la section 4.3.3. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe si notre échantillon est trop petit? Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas au moins 30 données? Qu'est-ce qui se passe si n est strictement plus petit à 30 dans ce contexte-ci? On va voir que à ce moment-là, on peut utiliser une autre loi. Donc, on n'utilisera plus la loi normale. On va aller chercher la loi qu'on appelle de student. Et à ce moment-là, on va être capable d'estimer encore une fois la moyenne d'une population.